Que s'est-il passé il y a 20 ans jour pour jour? Remontons le temps de l'actualité. Soir 3, 20 ans, tout de suite sur France 3. Pendant tout l'été, l'équipe Thalassa vous donne rendez-vous pour partager ses coups de cœur, ses découvertes, ses émotions sur toutes les mers et tous les océans du globe. De l'Australie à la Sibérie, de la Chine au Mexique, du Japon au Sénégal. Embarquez avec nous pour le plus beau de tous les voyages. Le voyage autour de la mer, c'est vendredi à 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Il y a des enfants et des fleurs enchantées. Si tu es triste, on se mettra à chanter à Soul. Et mille voix, mille visages apparaissent pour couvrir le monde de tendresse. Faut croire aux fées qui de joie t'ensorcellent. Faut pas laisser la terre tacher ton ciel. À Soul, je cours vers toi, vers demain pour toujours. Je suis né pour vivre d'amour. Notre amour verra loin comme la mer. À Soul, sur le chant des sirènes, faut chanter bien plus fort. Perdu dans l'univers comme un phare de passion. Le monde peut bien tomber. On chantera encore. Et notre monde sera bleu comme l'espoir. À Soul, c'est déjà la victoire de l'amour qui résonne. Perdu dans l'univers comme un phare de passion. Le monde peut bien tomber. On chantera Vous aimez? Oui? Nous aussi. J'ai pris trop d'élan, faut que je fasse un autre tour. D'accord, servez-moi. C'est vrai, et c'est pas très intello. C'est pas du Proust, quoique... Général. Oh, Fanfan n'a pas de craie. Je suis la baronne de la tronche en biais. C'est tout ici. Ça n'a pas de sens commun. On les appelle Le roi du rire. édition 2002. Avec supplément. On est en démocratie, vous avez donc le droit de regarder pour le rire et pour le meilleur. Mais vous n'êtes pas forcé d'en informer les voisins, vendredi à 23h sur France 3. Sur France 3, 2002, 1982, ça s'est passé il y a 20 ans exactement. À Mulhouse, ouverture aujourd'hui du Musée national de l'automobile. Et puis football, France-Pologne, 3 pour la Pologne, 2 pour la France. Maintenant, Daniel Leclerc, c'est tout à fait terminé. Nous n'avons plus aucune chance d'être sur le podium, même à la 3e place. Et oui, dommage, les Français ont été battus 3-2 ce soir à Alicante devant la Pologne. Mais il faut bien dire, après son fabuleux match contre l'Allemagne de l'Ouest, que le cœur n'y était pas, il n'y avait pas la même intensité. Et d'ailleurs, il n'y avait que 4 joueurs ce soir sur la pelouse, 4 joueurs qui avaient disputé ce fameux match France-Allemagne de l'Ouest. Autant dire que l'équipe de France était très amoindrie ce soir. La France termine donc 4e et la Pologne 3e, comme en 1974. Je vous propose de voir les meilleurs moments de ce match France-Pologne. La Pologne qui retrouve donc le podium comme en 1974. Première action dangereuse pour les Français. Soler donne à droite pour Jean Tigana et bon tir du pied gauche. Linarzik ne peut que repousser. 13e minute, belle combinaison française avec au départ Bruno Bellone, Tigana puis Girard et de 30 mètres, le Bordelais ouvre le score. C'est le 2e but encaissé par Linarzik depuis le début de ce mondial. Au ralenti, on apprécie la belle frappe de René Girard et le ballon qui frappe l'intérieur du poteau avant de pénétrer dans les filets. Les Polonais sont bien près d'égaliser sur cette action. Contre-attaque avec à l'arrivée Boniek, le ballon s'écrase sur le poteau. Beaucoup de chance pour les Français. Et le ralenti nous montre mieux ce tir de Boniek qui s'écrase sur le poteau. Zarmatch laisse échapper le ballon qui revient dans les bras de Castaneda. Toutefois,
Les Polonais égalisent juste avant la mi-temps. Boniek donne sur la gauche à Zarmach. Tir croisé, c'est l'égalisation. Un but partout au ralenti. Un ballon piqué de Boniek pour Zarmach qui trompe Castaneda avec la complicité du poteau. Dernière seconde avant la pause, corner de Kupčević, coup de tête de Majewski et 2-1 pour la Pologne à la mi-temps. La Pologne marque un troisième but dès la reprise par Kupčević et on se retrouve à la 73e minute. La France réduit le score par Couriol sur une belle ouverture de Jean Tigana. 3-2 pour la Pologne. Alain Couriol qui est parti dans le dos des défenseurs polonais. Trompe facilement Linarczyk, comme vous allez pouvoir le voir sur ce ralenti après cette belle ouverture de Jean Tigana. Et puis, comme devant l'Allemagne de l'Ouest, Manuel Amoros, en fin de match, place un tir de 30 mètres, mais cette fois, le gardien est sur la trajectoire. En tout cas, la France quitte la Coupe du Monde, la tête haute. Tour de France, le Belge Paul Verschuur a remporté au sprint la 7e étape Concarneau, longue de 234 km. Pas de changement au classement général. L'Australien Phil Anderson est toujours maillot jaune. On retrouve les coureurs à proximité de l'arrivée avec 7 fuyards qui se sont échappés à 10 km du but. Les 7 hommes conservent une poignée de secondes sur le peloton que l'on voit apparaître juste derrière eux avec 200 mètres de retard. Au sprint et à l'arraché, victoire du Belge Verschuur devant le Néerlandais At Winand et le Belge William Takart. Le sprint du peloton est remporté par un autre Belge, Guy Nullens. Pas de changement au classement général, mais par le jeu des bonifications, Phil Anderson a grappillé quelques secondes sur Sean Kelly, qui est deuxième à 36 secondes. Et Hinault, troisième à 1 minute 06. Et au sprint, Verschuur à droite devance Wijnands à gauche d'un boyau. Il a d'ailleurs fallu recourir à la photographie pour départager les deux hommes. Demain, 8e étape, Concarneau Châteaulin. Et enfin, pour terminer, tennis en quart de finale de la Coupe Davis cet après-midi à Roland-Garros. La France mène 2 victoires à 1. Aujourd'hui, Ivan Lendl a finalement battu Thierry Tulane en 5-7. 6-3, 4-6, 6-3, 9-11 et 6-4. Une partie qui avait été interrompue hier soir à la nuit tombante. Et dans le double, victoire de Noah associé à Lecomte qui était là pour la première fois en Coupe Davis, aux dépens de Smith de Slozil en 4-7, 2-6, 6-3, 6-3 et 6-4. Le Liban maintenant. Après le cauchemar que Beyrouth a vécu la nuit dernière avec le plus violent duel d'artillerie entre Palestiniens et Israéliens, les négociateurs ne désespèrent pas de parvenir à une solution négociée ce soir. La France, pour sa part, a confirmé son intention de principe de participer à une force multinationale. Les Libanais et les Palestiniens se réjouissent de l'éventualité de la présence française. En revanche, l'URSS met la France en garde contre une caution qu'elle apporterait aux Américains et aux Israéliens. La Pravda de demain écrit « La France sera un paravent pour camoufler l'action d'Israël et des États-Unis ». Les diplomates s'étonnent de la vivacité de la réaction de Moscou, d'autant que l'URSS n'a pas encore eu tous les détails de l'éventualité de la présence française. On ignore encore, Joël Hazard, ce que sera cette force multinationale, sa mission, sa composition, la date à laquelle elle s'installerait. Bref, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup de chemin, oui, certainement, et rien n'est apparemment résolu. La France a donné au Liban son accord de principe à sa participation à cette force internationale d'interposition à Beyrouth, mais pas à n'importe quelle condition. D'abord, pour Paris, il faut que toutes les parties intéressées se mettent d'accord entre elles. Ensuite, Paris souhaite obtenir toute garantie nécessaire. Seul un large consensus international peut les donner, ces garanties. C'est pourquoi Paris entend obtenir l'aval des Nations Unies. Et sur ce point, on peut craindre le refus d'Israël, d'une part, et celui de Moscou qui n'a pas tardé à réagir devant l'éventualité d'une force franco-américaine au Liban. Autre problème, cette force serait-elle envoyée avant ou après l'éventuel retrait des Palestiniens de Beyrouth? Libanais et OLP insistent pour qu'elle arrive, cette force, avant tout retrait palestinien de Beyrouth. Américains et Israéliens souhaitent au contraire qu'elle n'arrive qu'après le départ de l'OLP, car le nœud du problème est là. Tant qu'Israël maintient
sous la menace de ces canons, la capitale libanaise, les Palestiniens restent otages des décisions de Jérusalem. Ils ne peuvent que capituler complètement. Mais si une force internationale s'interpose avant leur retrait, les Palestiniens auront davantage les coups des franches pour négocier, ne serait-ce que leur présence symbolique au Liban ou un semblant de représentation politique à Beyrouth. On le voit donc, ce ne sont pas les modalités de départ des Palestiniens qui bloquent les négociations. C'est toujours la même confrontation de base. Israël, qui, toujours soutenu par Washington, ne veut pas entendre parler de la moindre réalité politique de l'OLP. L'OLP appuyée par les pays arabes et aussi par l'Europe à présent, qui tente de sauver son existence politique. À Beyrouth même, où la population, et notamment celle des hôpitaux, crie famine, la Croix-Rouge internationale a pu acheminer des vivres aujourd'hui. C'est la première fois depuis une semaine, depuis le blocus total de Beyrouth-Ouest par les Israéliens, que la Croix-Rouge a pu passer. L'organisation internationale a pu apporter de la farine, du lait, du sucre, des légumes. Les stocks actuels de Beyrouth-Ouest peuvent nourrir 100 000 personnes pendant 5 jours, selon la Croix-Rouge internationale. 17,5 millions de barils de pétrole par jour, pas un de plus. Cette production plafond des pays de l'OPEP sera maintenue. La conférence internationale réunie à Vienne l'a décidé. L'Algérie et la Libye ont donc refusé d'augmenter les primes sur les prix de leur brut léger, comme le demandait l'Arabie Saoudite. Conclusion, le tarif officiel restera le même, $34 par baril. Le gouvernement du Salvador ne négociera pas avec la guérilla. Le président provisoire du Salvador l'a dit aujourd'hui, avant de préciser que son gouvernement allait poursuivre son programme de pacification. Aux États-Unis, on recherche toujours la boîte noire du Boeing 727 qui s'est écrasée la nuit dernière près de la Nouvelle-Orléans. Une famille française figure parmi les victimes. La catastrophe aurait fait plus de 155 morts. Le bilan de cette catastrophe aérienne n'est pas encore définitif. Les sauveteurs poursuivent leurs recherches pour dénombrer le nombre de victimes parmi les habitants de ce quartier résidentiel de la Nouvelle-Orléans. Une tâche difficile, les débris de l'appareil se sont dispersés sur plusieurs centaines de mètres, détruisant 8 maisons sur leur passage. Ce soir, on compte 7 tués parmi les résidents de cette banlieue. Les 145 personnes qui se trouvaient à bord de l'avion ont toutes été tuées. Le Boeing 727 s'est écrasé quelques minutes à peine après son décollage, pour une cause encore inconnue. L'origine de la catastrophe pourrait être le violent orage qui s'est abattu sur la Louisiane hier soir. Un témoin dit avoir vu la foudre frapper l'avion, mais les experts donnent peu de crédit à cette explication et attendent que soit retrouvée la boîte noire de l'appareil. Les agriculteurs français ne doivent pas s'attendre à un démantèlement des montants compensatoires européens ni à une des taxes sur le carburant. On verra cela après le blocage des prix et des revenus, a dit ce soir le Premier ministre à Lille. Monsieur Mauroy a réagi ainsi après l'annonce hier par les organisations paysannes de leur déception après la conférence annuelle agricole. Prise de drogue record des douaniers français aujourd'hui. 13 tonnes de cannabis et 3,5 kg de cocaïne ont été saisis dans les soutes d'un chalutier américain au large de la Guadeloupe. Dans les Ardennes, 3 cadres de la Société des aciers spéciaux de la Chière ont entamé une grève de la faim. Depuis plus de 48 heures, en effet, ils sont séquestrés par une cinquantaine de sidérurgistes. Ceux-ci ont choisi la manière forte pour obtenir des garanties de reclassement et de couverture sociale. Leur entreprise doit fermer ses portes l'année prochaine. André Bergeron a prévenu ses adhérents, les adhérents de sa centrale, ils ne pourront plus se réclamer de force ouvrière s'ils ne libèrent pas les 3 dirigeants. À Mulhouse, le Louvre de l'automobile est ouvert depuis cet après-midi. Plus de 2000 personnes se sont pressées pour voir la fabuleuse collection des voitures anciennes des frères Schlumpf. 437 chefs-d'œuvre tombés dans le domaine public pour 44 millions de francs après la faillite du groupe textile des 2 frères suisses. Sur 2 hectares, des Bugatti, des Rolls-Royce, des Renault et autres Hispano-Suiza. Mémoire d'un regard, publié chez Hachette. C'est le titre du livre de Joris Evans, l'un des grands maîtres du film documentaire et du cinéma de témoignage. Joris Evans, ami de Chou En-lai et de Mao Tse-tung, a été le seul cinéaste à pouvoir filmer l'importance, l'immense métamorphose de la Chine. Il vient de publier son livre en France et il a quitté Pékin pour un nouveau voyage. Il a confié ses souvenirs à Henri Chapier. Dans la mémoire d'un regard, en fait, on vous découvre. Par exemple, personne ne connaissait votre enfance ni votre jeunesse. Non, j'ai jamais parlé de ça aussi. Et dans mes films, j'ai pas traité ma jeunesse. Alors, rappelons un peu comment vous est venue la vocation
votre milieu familial. Oui, le milieu familial, c'est mon père et des affaires photographiques et cinématographiques, vendre des appareils. Mon grand-père était photographe. Et moi, j'ai repris, on peut dire, la photographie, mais maintenant en mouvement. Alors, j'étais dans la famille, a été toujours déjà le visuel, le regard, le photographe. Et après, j'ai pensé, je ne vais pas à la ligne artistique ou reporter, mais j'ai pensé que je serai un scientifique pour aider la technique de l'affaire de mon père. Comment est née cette vocation du documentaire de témoignage, en définitive? D'abord, parce qu'il faut faire d'abord j'ai fait des films plutôt seulement esthétiques et de recherche. Après, la première fois quand j'ai vraiment touché à des grands événements, c'est en Espagne. Dans le grand mouvement antifasciste, j'étais là avec Hemingway, et on a fait un film qui s'appelle Terre d'Espagne. Et ça, c'est vraiment, là, je me mis dans les événements, et j'ai vu après que la télévision n'est pas encore là à ce moment, hein. Mais j'ai vu que les grands événements sont seulement exprimés par le reportage. Et j'ai vu que ça, c'est pas assez. Que c'est la surface, l'authenticité, c'est qui et quand et exactement, mais pas le pourquoi et le côté humain. Alors j'ai fait des films maintenant, j'ai décidé pour faire des grands événements après l'Espagne, hein, les grands événements de l'histoire de notre siècle et le suivre avec une vérité profonde. Alors pas l'actualité, pas le reportage immédiat, mais une chose plus profonde. Pourquoi les gens font liberté, la lutte pour la liberté, ou pourquoi ils sont dans le développement de pays, pourquoi c'est le côté humain. Le temps, demain matin, des brumes et des nuages dans l'ouest et le nord. Ailleurs, beau temps. Dans la matinée, tendance orageuse dans l'ouest et le nord. Il fera encore très chaud jusqu'à 35 degrés dans le midi et l'Alsace. Merci, à demain.